l'API et donc l'application, le service, et ensuite son cas de test avec une API simple qui n'a pas besoin de token pour être lancé. Donc, pour rappel, dans Firebase, on va dans application. Là, on va dans encore application. Donc, on a créé notre application ici. Donc, on l'a appelé host API. On lui a mis le type SRV pour le type REST. Le système comme d'habitude. Et on a bien sûr mis l'environnement avec le host. Donc, ce que disait Cédric, hein, c'est la base de l'URL de nos futurs API, de nos futurs services qui va être utilisé. Et ensuite, on n'aura plus qu'à agrémenter avec chaque service qu'on mettra au bout. Donc c'est à cet endroit-là que si on veut créer plusieurs environnements, on peut créer autant d'environnements qu'on veut, décliner l'appel de mes services sur mes différents environnements. Aussi, oui, tout à fait. Donc j'ai créé mon application. Ensuite, du coup, je vais créer donc mon service, ou mes services en tout cas qui seront liés à cette application-là. Là, j'en ai créé un seul. C'est celui-ci. Donc, j'ai bien sélectionné mon application que j'ai créée précédemment, donc Host API, donc la base de mon URL, plus du coup la suite au bout, donc qui lui fait partie, donc qui est mon service en particulier. Je choisis la méthode. Donc moi, là, j'ai pris un get. Et si on veut, on peut après rajouter un body en plus pour récupérer des informations supplémentaires et le fameux header qu'on verra après pour insérer la gestion du token. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin parce que sur cette API-là, c'est une API que j'ai récupérée sur Internet qui est libre de droit et vous allez voir, elle me ressort juste une liste de noms, c'est pour ça que je l'ai appelée users list. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc là, j'ai mon application, j'ai mon service. Du coup, je peux créer mon cas de test. Donc, il est là. Et comment ça se présente? Donc, je l'ai fait en une seule step, avec du coup ma première action qui est le call service, où là j'ai juste à rentrer le nom de mon service, hein, mon get users list. Ensuite, en deuxième action, j'ai fait le set service call content, c'est ce que disait Cédric, c'est l'action qu'on a découvert récemment, qui permet de, comme il l'a dit, de stocker en fait finalement la réponse de l'API complète, et comme l'a précisé Benoît, pas que la réponse, mais aussi du coup toute la partie paramètres header. Vous allez voir après quand je vais le lancer, et du coup derrière on peut faire toutes les vérifs qu'on veut par rapport à cette réponse. Donc là je vérifie le retour de code qui est de 200 et je vérifie que expires il est bien à -1. Hop. Expire qui est un élément de l'entête de la réponse. Si je comprends. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est bon. Donc il me dit que ça, c'est mail appelé. Donc on a à la fois le fichier que je générique où il n'y a que la réponse. Donc là, j'ai bien ma liste de noms. Et on a le service call où là, on a donc la partie header réponse avec donc, mon fameux expires -1 et mon return code 200 que j'ai à la vérif. Et ensuite, on a bien la réponse qu'on avait déjà dans l'autre fichier qui suit. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le fichier le plus complet et en général quand on a des soucis avec nos API, c'est là qu'on retrouve les erreurs et ça permet de savoir un petit peu là où on s'est planté. Donc voilà, donc avec le service call content, en fait, ça me permet vraiment de pouvoir encore une fois stocker des informations et après effectuer des vérifications sur tous les éléments de mon appel. En fait. Et ça se présente de cette façon-là, c'est-à-dire pareil que dans les recherches sur des JSON, où on a le dollar et ensuite on incrémente de niveau par niveau pour aller jusqu'à récupérer l'information que l'on souhaite. Donc ça, c'était le premier cas le plus simple, effectivement, celui que normalement vous n'aurez jamais à faire, puisque, comme l'a dit Cédric, normalement les API sont quand même sécurisés par les fameux tokens. Donc, je ne repasse pas forcément sur comment j'ai créé le service et l'application, hein, c'est exactement la même chose que là. J'ai créé un service et une application, donc c'est pas le même URL. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon, là, ce que j'ai besoin d'un token. Donc, pareil, j'arrive à la phase. Si, petite précision par contre, quand même, excusez-moi. Du coup, dans mon service, là, vu qu'on a besoin d'un token, effectivement, dans la partie où j'ai créé mon service, donc dans la fameuse partie header, là, j'ai rajouté authorization et j'ai mis du coup, effectivement, le type bearer et nous, on l'a mis en property. Donc, ça va appeler la property token que je vais créer dans mon cas de test. Donc, je reviens à mon cas de test, qui est ici. Hop. Donc, on retrouve bien ma step avec mon call d'API, mon call service, mon set service call content, qui ensuite je vais demander d'aller récupérer la réponse de 100, et ma property
que j'ai mis, donc j'ai appelé token, avec mon token que là on a mis en dur. Pareil, hein, c'est vraiment pour la démo, là normalement c'est pas autre chose qu'on fait, puisque par définition un token c'est une clé de sécurité qui expire après un certain temps. Donc de toute façon, ça va marcher sur l'instant T si vous l'avez généré il y a 2 minutes, mais d'ici 3 jours ça ne fonctionnera plus. Donc là, je lance mon test. Oh mince, il est en erreur. Je joue super bien, franchement. Franchement, le jeu d'acteur, il est magnifique. Non, je l'ai fait exprès, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui arrive quand on a une erreur. Donc on a bien l'API qui est appelée. Et effectivement, là, il me met qu'il ne retourne pas un code 200, mais un code 401. Alors pourquoi? En fait, c'est ce que je vous dis, on va dans le fichier service call qui est généré. Et justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on retrouve l'information ici. Donc, réponse body, error, et je suis unauthorized. Et donc, un valid token. Après, il faut également connaître vos codes retour 400. En général, c'est le token. Oui, oui. Différents types de codes retour. Ce sera plus parlant pour vous, ceux qui ne connaissent pas trop. Mais en tout cas, dans ce fichier-là, en général, on voit quand même on peut vite retrouver la source du souci. Et effectivement, donc j'ai mon bearer qui est là, et en fait, effectivement, il y avait marqué Groogs, qui est le nom de mon chat, que j'avais rajouté en plus devant le bearer, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc c'est pour ça, donc je vais aller le changer. Hop. Donc là, normalement, on a un bearer propre, et valide. Ce matin, et si je lance mon cas de test, nice. Là, c'est bon. Donc là, du coup, on a bien l'appel API qui a encore fonctionné, et j'ai bien un retour de 100. Et là, il me met bien que le bearer, ce coup-ci, où est-ce que je le vois? C'est 200 plus bas là, un retour de code 200. 200. Ouais, tout à fait, 200. Voilà. Donc voilà. Donc là, maintenant, en tout cas, ça, c'est effectivement, c'est vraiment le réflexe, c'est quand on automatise une API, c'est d'avoir le bearer. Le but, c'est pas à chaque fois d'avoir à générer manuellement le bearer et de le mettre en dur dans les properties, parce que sinon, ça perd tout le sens de l'automatisation. Donc, on passe au troisième cas de test, qui est de comment, en fait, on va générer effectivement le token automatiquement, tout simplement. Alors déjà, petite précision, normalement, ça c'est au sein de vos projets, c'est avec les devs qui doivent vous fournir le fameux service qui va générer les tokens. Donc ça ne s'invente pas, il faut le demander et vous l'aurez. Et donc c'est ce service-là finalement qu'on va appeler en amont avant de lancer le fameux service, la fameuse API que l'on veut qui est sécurisée, pour pouvoir du coup lui injecter le token généré et qui sera valide à l'instant T, et du coup que le service soit bien appelé. Donc, si je ne vous dis pas de bêtises, donc, on va reprendre le principe. Donc, j'ai créé une application, j'ai créé mon service en particulier. Et là, du coup, arrive la partie cas de test. Je réfléchis en même temps. Hop. Arrive la partie cas de test. Non, je vais d'abord vous montrer le service. Parce qu'effectivement... Le service avec le poste, toi, je pense qu'il faut montrer avant. Ouais, parce qu'effectivement, la particularité, c'était effectivement que c'était plus que dans le service. Hop, voilà. Parce que, en fait, là... Oui, donc là, je ne l'ai pas mis... Ça, c'est mon... Oui, voilà, c'est ça. C'est bon, je m'y retrouve, excusez-moi. Donc, je n'ai pas encore créé mon service. Je n'ai pas encore créé le service que je voulais appeler parce que j'ai d'abord mis le service qui va générer le token. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est finalement le endpoint qui va générer un token valide que les gens de votre projet vont vous fournir. Donc celui-là, c'est un post parce qu'en fait, il va me générer une information, une nouvelle information, donc qui est le token. Donc il est relié à aucune application puisqu'il est en entier là. Et du coup, dans le header, on va retrouver donc le content type, qui est en général on retrouve dans le curl du service, et l'autorisation, qui est en général un basique avec une chaîne de caractères, pareil, qui vous sera fournie. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de générer finalement mon token. Donc j'ai créé ce service-là. Maintenant, je crée mon API que je veux appeler, qui va être du coup pareil, sécurisé par un token, donc qui est la même. J'ai pris là pour l'exemple. Non, du coup, pardon, dans service. Hop. En gros, ça reprend ce qu'on a vu sur la maquette. Il y a un service qui est en méthode post pour générer le token et un service qui va concerner votre API, ce que vous voulez faire. Ça peut être un get, un patch. Ouais, tout à fait. Par contre, pourquoi je ne trouve pas mon...
En tous les cas, le cas, on ne pourra pas le jouer, Simon, finalement. Non, je sais bien, mais je voulais montrer qu'il était relié à une data lib. Tu peux leur Non, mais c'est la data lib, je vais voir. Ça, c'est dans le cas de test. Oui. Du coup, je me suis un petit peu embrouillé, autant pour moi. Montre sur le cas de test. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans ton cas de test, le contenu ne va pas bouger parce qu'on s'appuie toujours sur la même propriété. Exactement. Sauf que la propriété, au lieu de la définir en dur, comme tu l'avais fait précédemment en mettant directement le token, on va dire à Cerberus, je ne la mets pas en dur dans le cas de test, je viens de la récupérer de bin data lib. Tout à fait. Les connexions se font, c'est bon. Me revoilà de retour. Du coup, effectivement, c'est plus en dur, c'est relié à une data librairie. Donc la data librairie, elle s'appelle DL Generic Token. Donc je l'ai créée et en fait, la particularité de la data lib, c'est que on l'a rattaché à un service. Et c'est à ce fameux service qui va générer le token que je vous ai montré précédemment. Donc on va lui rattacher. Et en fait, effectivement, quand on va l'appeler, elle va tout simplement, elle, appeler ce service de génération de token et on va lui dire de récupérer cette information-là, donc qui est le access token, le token généré. Et donc du coup, en appelant cette data librairie-là, on va récupérer le token qu'on a mis finalement dans la property, si vous vous rappelez, du service, dans le header de authorization, bearer, et après on mettait property token. Et ben là, voilà, du coup, il va aller récupérer cette information qui est appelée dans la data librairie, qui appelle le service. Pour le coup, je pense que le schéma de Cédric est plus parlant que là, du coup, la démo, parce qu'on passe d'un écran à un autre, c'est plus compliqué. Après, si tu veux, tu représentes un peu Figma pour montrer ton dernier cas, si tu veux. Je sais pas si tu l'as lancé, je peux le représenter si tu veux. Enfin, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour générer le token, il nous faut un service, une data librairie et une property qui s'appelle la data librairie. Et après, dans votre cas de test, vous avez votre application et votre service pour votre test d'API. Voilà, c'est ça. Donc, pour rappel, effectivement, c'est ça. On a bien le cas de test qu'on lance. Et au moment où, avant de lancer le service, il va donc générer le token. Donc, pour ça, il va aller taper dans la librairie, la data librairie qu'on a créée, qui, elle, en fait, est reliée au service, donc il va générer notre token. Et donc, on va récupérer le token qui a été appelé, puisqu'on lui a dit, bah, récupère-nous l'access token ici. Et donc, ce token-là, pour rappel, il est là, dans l'autorisation. Ouais, je sais pas si tu les mets en lecture. Voilà. Donc voilà, là je peux pas le montrer parce que c'est un cas bien particulier et puis c'est avec des données plus sensibles. Mais en tout cas, ça fonctionne comme ça et ça permet du coup à chaque cas de test de plus s'occuper de générer un token valide puisqu'il va le faire automatiquement. À chaque fois qu'il va appeler le service Generate Valid Token, il va créer un nouveau token. Donc voilà, ce sera toujours. Voilà. Là, je pense qu'on a fait le tour sur la partie API. N'hésitez pas à nous dire si cette méthode vous intéresse de faire une partie théorique sur Figma pour avoir une vue macro de comment ça fonctionne et après une partie pratique. Ou si vous voulez peut-être d'abord la pratique et après la théorie, enfin voir ce que vous préférez. Est-ce que ça a été clair pour vous, cette façon de montrer les choses? N'hésitez pas à faire des retours soit sur le Visio, soit sur le Slack Cerberus. Et on va laisser la main du coup à Benoît. Attends. Et, il reste une dernière information, c'est les XAPI Key dont je parlais au début du meeting. Les XAPI Key, en fait, c'est des clés encore spécifiques au projet et donc aux clients qui permettent pareil également d'appeler c'est un niveau de sécurité supérieur en fait au token pour appeler des API spécifiques au projet. Et du coup, ça marche de la même façon que le token. C'est-à-dire que là, pour le coup, comme c'est toujours la même chose, vous pouvez effectivement le mettre en dur, comme j'ai fait dans le cas 2, où ici, par exemple, je repasse en texte, et là, imaginons c'est XAPI Key, ou je mets même là plutôt, XAPI Key, et puis on va l'appeler en dur avec du texte, et il me suffira de la mettre en property dans mon application, dans mon service, pardon, et je ne sauvegarde pas ce que j'ai fait là, et du coup, il me suffira de mettre dans le header là et de rajouter XAPI Key. Ouais, même principe. Voilà. Donc là, pareil, je peux mettre en property XAPI Key comme je l'avais appelé tout à l'heure. Et il ira chercher directement la valeur en dur dans mes properties. Voilà, c'est juste pour si un jour vous êtes amené, effectivement, on vous parle de XAPI Key, vous ne savez pas trop ce que c'est. C'est pour grossir le truc, c'est une sorte de token, mais sécurisé encore plus, qui lui, pour le coup, n'a pas de
durée de validité, parce qu'il est valable tant que le service est qu'on peut dire joignable, mais en tout cas, il suffit de le mettre en dur et vous pourrez accéder à vos API. C'est tout pour moi. Ce qu'on peut ajouter aussi quand même, c'est que là, on a vu finalement trois exemples du plus simple au plus compliqué, avec une logique commune de se dire ce qu'on écrit dans le cas de test se concentre sur réellement les actions qui sont nécessaires à être testées. Donc, j'appelle mon service et je contrôle le résultat de mon appel de service, la géométrie de l'appel de mon service. Et donc, je ne viens pas polluer mon cas de test avec une cinématique d'appel intermédiaire d'authentification ou d'appel externe. Et donc, c'est à ça que sert la data library. La data library, c'est pour récupérer des données qui seront nécessaires à mon cas de test, mais sans forcément complexifier l'écriture de mon cas de test. Et là, on l'a fait dans un contexte finalement où la data library appelle elle-même un service. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir se dire, cette data library, elle peut appeler pas forcément un service REST, mais aussi un service SOAP, ou alors faire un SQL dans une base, ou au contraire, directement récupérer une data d'un fichier CSV. Donc on peut séparer les deux notions en gardant un test relativement simple et lisible sur réellement ce qu'on souhaite faire. On a un message à l'instant de Nabil apparemment. Il demande, est-ce que vous allez présenter la façon dont la cohérence du retour de l'API est vérifiée? Ouais, alors on peut peut-être écrire un contrôle rapidement pour montrer. Alors, c'est ce qu'on a montré finalement au niveau du code retour et du commande. Alors là, on a contrôlé le code retour. J'imagine que la question, c'est maintenant je veux contrôler le contenu de la réponse. Et le contenu de la réponse, il va se faire exactement de la même manière. Alors, on rajoute un contrôle, effectivement. Montrer juste une page, du coup. Ouais. Du coup, faut que je revérifie par contre, effectivement, Vision Pass. En lançant le cas de test, tu vas récupérer, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pour ça. Hop, effectivement. Non, pour moi, c'est pas le bon API. Pour moi, c'est pas le bon cas de test. Pour moi. Parce qu'il y a le retour est vide. Ouais, c'était basique, c'était le premier cas. Justement, il est là, Simon, ça va t'embêter, il est là. Verify expire is -1 là. Oui, mais expire, c'est dans le header. Je pense que la question posée, c'est dans ces informations-là, non? Ouais, c'est ça. Après, ça reste illustré, je te laisse expliquer. En fait, on va effectivement partir du même principe qu'on a écrit pour récupérer le expire. J'ai déjà pas réfléchi. Attends, juste montre la réponse de JSON, parce que je sais pas si tout le monde a déjà fait peut-être un peu de postman au niveau de la navigation avec le JSON, si tu pars d'un tableau et tu navigues entre les éléments. Parce que là, imaginons, finalement, ce qui te retourne, c'est un tableau, tu vois, HTTP response body, c'est celui-là, tu vois, un peu plus bas. Tu vois, ID 1, c'est le premier résultat, ID 2, c'est le deuxième. Et là, en fait, c'est en format JSON que tu peux naviguer dans ton tableau. Je fais de bêtises, Benoît? Non, c'est ça. Oui. C'est justement en fait ce qu'on a fait avec pour récupérer le contrôle du code 200 et le expire -1. Tout à fait. Donc, si on veut tester le contrôle, tu rajoutes effectivement le contrôle. C'est toujours un verify element. Alors, text equal, si on veut faire une comparaison de string identique. Response point ton tableau entre crochet 0. Et après, tu mettras ton élément, c'est ça? Tiré, ouais. Response body. Et après, on met. Hein. Et là, je mets ID. Non, je vais mettre name, ça sera plus sympa. Après, effectivement, bon là, vu que c'est une liste, c'est un tableau, après, je dois mettre celui que je vois en particulier, le 1, 2, 3, 4. Je pense que si je mets que comme ça. Après, au lieu de le faire là, si vous voulez, on rajoutera sur la maquette ce cas spécifique comme on naviguait dans le JSON, peut-être. Ouais, parce que ton HTTP response body, c'est directement un array. Donc derrière le response body, il faut que tu dises je veux l'élément 1, par exemple. Ouais, il faut mettre entre crochet 0 sur le tableau. Tu fais point ID et tu peux tester. Mais c'est pas, si vous voulez, déjà, on va recréer, après meeting, on le recrée, on rajoutera la ligne comment naviguer dans le tableau, comment écrire son JSON, et on remettra également dans la maquette, comme ça vous aurez pu la consulter et tout le monde aura l'info.
Ah oui, il faut s'entrecrocher, hein, c'est ça à la fin. Oui, c'est entre crochet après le HTTP response body pour récupérer l'élément. La première donnée, c'est un Ah ouais, avant name. Ouais, après le Y. Avant le point, ouais, avant le point. Response body, crochet 0, point. Ouais. Point ID par exemple. Ouais, j'ai mis name. Parce que j'ai fait nuage avec le name, donc Ouais. on va voir si c'est ça. Yes. C'est beau gosse. Et voilà. En fait, voilà, donc du coup, c'est. Pour rappel, hein, je l'ai mis là, comme ça on voit bien à côté. Ce que j'ai fait, en fait, c'est ça, j'ai découpé, hein, j'ai tapé dollar, réponse. Ensuite, j'étais au niveau en dessous, qui était donc nous intéresse HTTP réponse body. Donc, effectivement, après, on met le numéro de l'information qu'on souhaite, parce que c'est toujours les mêmes choses derrière. Le là, tableau. J'ai mis name du tableau. Et du coup, après, j'ai mis que je voulais avoir cette information-là. Donc, à savoir que là, comme on est derrière une action set service call content, on est obligé de passer par la couche response HTTP response body. Si on avait mis le contrôle juste derrière l'appel de service, en dehors de cette action-là, par défaut, on se positionne sur le retour. Donc, on n'a pas besoin de faire un JSON pass qui passe par response HTTP response body. On arrive directement sur le corps de la réponse du service. Dans quel cas, on aurait fait un dollar crochet 0 directement .name parce qu'on part de la réponse fonctionnelle du service. On a une question intéressante dans le chat de Christophe Dampierre. Là, pouvez-vous donner un exemple de cas de test avec plusieurs steps, dont une step ou plus, et dépendant de la réponse JSON des steps précédentes? En gros, variabiliser une réponse du JSON pour ensuite la réutiliser. Donc ça, c'est un property get from JSON, c'est pas ça, non? Alors pour faire ça, effectivement, donc on ferait un appel de service et après on définirait une propriété qui serait de type get from JSON. On peut aller sur l'onglet propriété. Et là, au lieu de la mettre en mode texte, on ferait un get from JSON. Get from JS. Là, get from JSON, ouais. Et là, c'est normal? On a un get from JSON et un get from JS, c'est la même fonction. Alors JS, c'est JavaScript. Donc si c'est sur une application web, tu l'exécutes un JavaScript pour récupérer une variable. Donc là, c'est bien un get from JSON. J'écris le JSON pass de la même manière. Donc ici, je pourrais faire un dollar de 0.name, par exemple, si je veux récupérer la première entrée de nom. Et par défaut, donc j'ai pas besoin de mettre le deuxième paramètre, parce que si je le mets pas par défaut, il va se positionner sur le contexte de mon dernier appel de service. Et une fois que... Voilà, donc c'est ça. Et donc ma propriété test, après, je peux l'appeler dans un appel supplémentaire. Donc si je refais un call service d'un nouvel appel, ce nouvel appel, je peux le renseigner avec un pourcentage property.test et il sera remplacé par la valeur du premier appel. Donc ça, c'est général au fonctionnement de Cerberus, hein, que ce soit un test API, du oui, ou qu'on switch d'une technologie à une autre. Une propriété, elle peut récupérer une valeur d'un JavaScript, d'un JSON, d'un XML, d'une page web. Et une fois que je l'ai mise dans ma propriété, je peux la réutiliser partout dans mon cas de test, presque à n'importe quel endroit. Hein. Ça peut être dans les headers d'une requête HTTP, comme on l'a fait là sur l'authentification, mais ça peut être dans le contenu d'une page web ou à n'importe quel endroit. Je pense que vous avez bien répondu. On a un cool merci de Christophe dans le chat. On a également une question de SM. Est-il possible de créer des contrôles custom en Cerberus? Ouais, alors là, il y a déjà beaucoup de contrôles. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire un contrôle custom. Est-ce que créer un contrôle en plus, avoir la main pour créer un contrôle dans l'outil, c'est un peu ça que tu voulais dire, je pense. Après, on peut. Ouais, c'est ça, pardon. Ouais. Est-ce qu'on peut en créer nos propres contrôles dans Cerberus? Après, faudrait expliquer ce qui manque comme contrôle et qui nécessiterait de rajouter une entrée. Et comme c'est un open source, soit via contribution, soit via ticket, on sera pris en charge par la communauté. Un ticket sur GitHub, ce qui est demande de modification dans l'outil ou d'ajout. Ouais. Enfin, je veux dire qu'un utilisateur de l'outil n'a pas la main pour créer des contrôles personnalisés dans Cerberus. Non. Les contrôles sont supposés être suffisamment génériques pour être utilisables. C'est pour ça que ça serait intéressant de comprendre
comprendre le type de contrôle qui manquerait potentiellement, parce que l'objectif aussi de l'outil, c'est de masquer un peu la complexité d'implémentation derrière et d'avoir des contrôles qui sont simples à utiliser et pas devoir effectivement rentrer dans quelque chose de trop compliqué. Yes. Mais oui, c'est toujours intéressant de partager les types de contrôles qui pourraient manquer et enrichir l'outil. Alors, je pense que c'est tout niveau questions. On va vous laisser enchaîner, du coup, Benoît et Antoine, sur la suite. Yes. Ouais. Je vais vous laisser la main, du coup. Donc, encore une fois, tout ce qu'on a présenté avec Cédric, le fichier Figma, il sera à disposition. Vous pouvez le récupérer et refaire les steps au fur et à mesure. Et pareil, comme l'a dit Benoît en début de meeting, on vous a mis normalement dans le chat, on va le remettre vers la fin aussi, le lien vers une instance de Cerberus, celle que j'ai montrée là pour les démos, que vous pourrez utiliser en lecture, donc revoir les cas de test et essayer de mieux comprendre en détail comment ça fonctionne. Voilà. Peut-être avant qu'on switch, j'ai vu qu'il y avait Philippe qui avait fait une petite remarque sur le fait qu'il mentionnait que c'était plus facile de vérifier sur la réponse au lieu du service call. Je pense que Philippe fait référence au fait qu'il y a des variables système dans Cerberus. Quand je fais un pourcentage property, point le nom de la propriété, là je récupère une propriété, mais on peut faire aussi des pourcentages système, point, il y a toute une liste de variables système. Et il y a une variable système qui permet de récupérer le dernier retour du code HTTP de la réponse. Et c'est aussi une autre manière de vérifier que le retour de mon service a bien retourné un 200, parce que généralement c'est c'est le test assez classique que tout le monde fait, et ça permet de le faire sans devoir faire un set service call content. L'inconvénient de cette méthode-là, Philippe, c'est qu'il n'y a que le retour au code HTTP, et des fois on veut vouloir vérifier les en-têtes des retours HTTP, et là pour avoir les en-têtes de retour HTTP, il n'y a pas de variable système, il faut passer par le service call, cette service call content, pour avoir la géométrie complète de l'appel. Pour info, c'est ce qu'on avait fait à la base sur la maquette, on avait fait un système pour un last service HTTP code, et quand après on s'est dit dans l'implémentation, ce serait également intéressant de vérifier le contenu du digital tâche. Je pense que c'est plus parlant et plus pertinent de partir justement sur le set service call content pour récupérer les éléments indépendamment. Je trouvais que c'était plus clair personnellement de partir là-dessus, mais effectivement il y a aussi cette méthode-là. C'était bien ça, Philippe? Ouais, c'était ça. C'était surtout aussi pour quand on veut voir la réponse, quand on veut travailler avec ce que l'API répond, c'est plus facile de travailler avec le fichier de réponse vu que du service call. Seulement pour voir la réponse, si on veut prendre des valeurs, des calculer de propriétés, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Ça fait une étape en moins finalement, t'as pas besoin de mettre l'action, cette service sur le content, ça fait une étape en moins. Exactement. Ouais, les JSON pass sont plus courts aussi.